Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast vitaminé autour de la maternité et de la sexualité après bébé. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque chaque mardi à la découverte d'un témoignage de maman qui se livre autour de son parcours de maternité. On se retrouve également un vendredi sur deux pour plonger dans l'intimité d'une maman qui nous raconte enfin, sans tabou, comment c'est la sexualité après bébé. Ici, vous entendrez donc des histoires de femmes et de mères qui vous permettront de vivre enfin une maternité apaisée et une sexualité libérée. Je vous souhaite à toutes une très belle écoute. Quel plaisir de recevoir aujourd'hui Christelle Juteau, journaliste engagée autour de la maternité. Dans cet épisode hors série, nous allons parler de l'accouchement et surtout de la préparation qui est essentielle pour pouvoir vivre une expérience positive. Christelle nous expliquera comment appréhender le jour J, quelles sont les ressources à connaître pour s'informer, mais également quelles sont les clés pour redonner le pouvoir aux femmes. Un épisode hyper enrichissant qui, je suis sûre, en aidera plus d'une. Merci beaucoup Christelle pour ton temps et ton partage inspirant. Et je vous souhaite à toutes une très belle écoute. Bonjour Christelle, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur le podcast de Super Mama pour cet épisode hors série numéro 3. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter ? Bonjour, je m'appelle Christelle Juteau, je suis journaliste chroniqueuse dans une émission qui parle du droit des femmes et de la santé des femmes et je me suis rendu compte au fur et à mesure des 2 saisons que les deux étaient très très liés. Ah Et bah ça oui, carrément. je parle beaucoup donc de l'aventure de la maternité parce que c'est mon expérience de maman qui m'a donné envie de mieux informer les femmes sur ce qui les attendait lorsqu'elles deviendraient maman. Euh, j'ai eu plus de soucis avec ma deuxième aventure de maman. Ma première grossesse, globalement, s'est bien passée. L'accouchement était médicalisé. Globalement, ça s'est bien passé aussi. Mais avec des petites choses qui sont ressorties en postpartum où je me posais des questions. Et puis finalement, ces questions, elles ont pris tout leur sens quand j'ai eu mon deuxième enfant. Et là, je me suis dit, il va falloir qu'on creuse un peu plus et qu'on donne quelques billes supplémentaires au max de futures mamans. Et Et, ouais, carrément. et je me suis inscrite un peu dans le mouvement, comme toi, suite au podcast La Matrescence, suite au podcast Bliss Story. J'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Et en fait, je me suis dit, tiens, déjà, moi, je vais en parler sur une page Instagram qui s'appelle Maman apaisée. Ça me permettait de Mhm. libérer ma parole et d'avoir des échanges avec d'autres mamans. Et puis, bah, j'ai vendu l'idée de ma chronique dans une émission à la télévision. Et du coup, bah, je suis ravie d'avoir transposé mes réflexions avec des invités, des experts, voilà, en télévision, Et en bah espérant ouais, que c'est le plus de monde possible. c'est génial. Donc tu nous dis que ça vient d'une expérience personnelle. Justement, toi, avant d'être maman, est-ce que bah, tu t'étais intéressée par ces sujets-là ou c'est vraiment quelque chose qui est venu en devenant mère? Et oui, raconte-nous un petit peu bah, comment ça s'est fait et comment ça t'est venu après ton second accouchement. De quoi as-tu manqué justement à ce moment-là? Et pourquoi du coup tu as voulu créer tout ce que tu fais aujourd'hui? Bah, je pense que dans la vie, quand on est petite fille, adolescente, jeune adulte, en train de faire ses études ou de commencer sa vie de salariée ou d'entrepreneuse, on est un peu, on a des œillères, on est omnibulé par notre qu'est-ce qu'on va faire dans la vie. Donc, la priorité numéro un pour, je pense, hein, beaucoup de personnes, c'est après le bac, qu'est-ce que je vais faire, quelles sont les meilleures études, etc. Et du coup, c'est vrai qu'on met carrément de côté toute la partie de notre avenir qui va être d'être peut-être maman. Et, Eh oui. et puis, peu d'informations nous arrivent à nous sans qu'on ait besoin d'aller les chercher. Donc, du coup, finalement, bah, tant qu'on n'est pas enceinte, bah, on baigne dans une information très basique, hein, très classique. Tu vas voir, c'est que du bonheur ou alors on a des expériences, des témoignages d'accouchement des copines lors des enterrements de vie de jeune fille. Mhm. Donc c'est très abstrait. En fait, chacune raconte son expérience et franchement, ça a l'air, il y en a, ça a l'air terrible. Il y en a d'autres, on parle de sang. D'autres, j'ai eu la péridurale trop tard. Mais en fait, c'est flou. On n'a Ouais, aucun ouais. recul en fait. Donc on accueille ces images-là de manière un peu
on est un peu circonspect, on dit bon, ok, bah on verra bien, hein, de toute façon. Qu'est-ce qui m'attend? Bah ouais, faut Ouais. bien y passer. Alors qu'en fait, on peut déjà préparer ce jour-là, même avant d'être enceinte, je pense. Et c'est vrai que si la culture nous aidait, la société française, avec Mm. peut-être des cours d'accouchement et d'allaitement au lycée, même si on n'est pas en Mm. spédio bac scientifique, ça pourrait faire partie des cours de biologie enseignés au collège. Alors au collège, il y a 2 pages hein, sur l'accouchement. C'est très très light. Et on ne parle pas Ouais. du cocktail hormonal qui se joue durant l'accouchement. On voit juste une photo du fœtus, comment il est placé, et puis comment il est censé sortir, quoi. Mais c'est tout, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. On a très peu d'informations finalement sur tout ça, alors que même si on n'a pas forcément de désir d'être mère, on vient nous-mêmes de ça, hein. Donc ça nous concerne toutes et tous, hommes et femmes, et d'autant plus les femmes si ensuite on souhaite aussi devenir maman. C'est vrai que finalement on découvre tout ça un peu qu'une fois qu'on devient enceinte et encore, quoi. Donc enfin, qu'on tombe enceinte. Donc oui, c'est important d'en parler. Et alors toi, justement, qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes femmes qui viennent d'apprendre leur grossesse, qui préparent leur accouchement? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme petite astuce, conseil pour mieux préparer le jour J? Alors c'est vrai que moi j'ai carrément une préparation type, hein, donc et je sais qu'il y a beaucoup de sages-femmes qui commencent à faire des préparations pour avoir un melting pot de tout ce qu'il faut savoir pour le jour J. Ça commence à se faire. Hmm. Et ça se fait aussi en ligne. Donc, on n'est pas obligé, on n'est pas coincé avec une seule sage-femme pendant toute sa grossesse qui va t'expliquer ce que elle a envie de t'expliquer. En fait, l'idée, c'est d'avoir une sage-femme qui va te donner plusieurs billes pour pouvoir être bien prête psychologiquement et physiquement le jour J. Donc, j'ai fait Hmm. beaucoup de chroniques là-dessus. Et du coup, vraiment, même si on n'a pas d'idée préconçue sur péridurale ou pas péridurale, l'idée, en fait, c'est de savoir les étapes clés de l'accouchement. Et il y a quelques sages-femmes qui le font, notamment Quantique Mama, qui est une sage-femme Oui. qui est à l'étranger, qui s'appelle Karine Laceva. Euh, Hmm. Elle t'explique en une formation de même pas 2 heures, hein, c'est une vidéo en ligne qui est payante. Mais alors, en même pas 2 heures, elle t'explique tout de manière pédagogique, tu comprends tout et c'est limpide. Donc, voilà, Ouais, c'est génial. même une collégienne est capable de comprendre ce qu'elle dit. Et je limite, Hmm. je milite pour que cette vidéo aille se retrouve dans les manuels, les Ah bah manuels ouais, carrément, numériques ce serait génial, ouais. au Hmm. collège. En fait, voilà, on veut juste connaître comment notre corps, qu'est-ce qu'il va développer comme hormones et en fonction des étapes. Nous, à partir de là, on le sait. On se dit, ah, ok, ça marche comme ça. Bon, alors le jour J, quand tu vas te retrouver en train de gérer tes contractions, tu es autour de 5-6, tu dis, ah, ça commence à s'intensifier, ça commence à être plus rapide. Bon, je comprends, je maîtrise. Est-ce que je supporte la douleur ou pas? Est-ce que j'ai envie que ça soit médicalisé? Et il y a une phase qui est très très importante à connaître, qui est très très peu enseignée en école de sage-femme et du coup qui est peu dite en préparation à l'accouchement. C'est la phase de quiétude qui arrive une fois que vous êtes dilaté à 10 cm. Donc elle arrive D'accord. juste après la fameuse phase de désespérance qui est un peu plus connue celle-là, mais cette phase fait très Ouais. peur parce qu'en fait quand on est dilaté à 10, le corps est complètement ouvert, le bébé va pouvoir s'engager. Et c'est une phase en fait très intense pour la maman. Elle peut perdre son liquide amniotique Hmm. peut céder. Enfin, du coup, on se retrouve dans quelque chose. On se demande ce qui se passe. Et il y a certaines mamans qui sont pas du tout zen et qui peuvent avoir envie de dire arrêtez tout, quoi. Bien Et bien, sûr. si on sait que juste après cette phase, qui dure moins longtemps que tout le reste, il y a une phase de quiétude où les contractions semblent s'arrêter, comme si en gros on allait repartir chez nous avec avec le bébé à l'intérieur, quoi. Et C'est bien en ça. fait, forcément, on va pas vivre la phase de l'espérance de la même manière. On a un but, on sait que dans quelques minutes, ça va se calmer avant la poussée Et ouais. finale. Et si tu ne la connais pas, ben forcément que tu es complètement flippé. Et c'est là que les sages-femmes, si elles connaissent cette phase de quiétude, ont un rôle énorme à jouer d'assurance,
de donner de la confiance. Et aujourd'hui, ce qui se passe en maternité, c'est que la majorité des sages-femmes hospitalières vont dire l'inverse, vont dire, oh là là, vous êtes en phase désespérance, on voit, c'est très très dur pour vous de gérer. Vous voulez la péridurale sûrement. Et, Ah et ouais. vous voyez, en fait, c'est très insidieux. C'est-à-dire qu'en fait, si elle dit, je vois que vous êtes en difficulté, il y a la phase de quiétude dans pas longtemps. Alors, à vous de choisir qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez qu'on fasse la péridurale parce que vous êtes vraiment pas bien et que vous avez plus la force d'attendre cette phase de quiétude? Ou est-ce que là, le fait qu'il y ait la phase de quiétude, ça vous rassure et est-ce qu'on attend encore 10 minutes? C'est vrai. Et là, ça fait un choix éclairé. Là, on donne les deux Eh bah ouais. possibilités avec les infos anatomiques. Ça change tout. Et ouais. Et C'est du vrai coup, que il y j'en a... ai, tu vois, j'en ai jamais entendu parler de ça, hein, de cette phase de quiétude. C'est fou, hein? Et Bah ouais. en fait, la phase de quiétude, elle arrive même si vous êtes stressé. En fait, ce qu'il faut comprendre, on a interviewé Michel Audin, qui est spécialiste gynécologue obstétricien depuis les années 60. Des Il a années. 94 ans et il continue de transmettre l'information des étapes clés de l'accouchement pour que les femmes reprennent confiance en elles. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à l'accouchement, pour celles qui ne se sont pas du tout préparées et qui se donnent corps et âme à l'équipe médicale en ayant une confiance aveugle en l'équipe médicale, eh bien, elles sont quand même habitées d'une certaine peur de l'inconnu. Même si c'est pas une peur Bien sûr. phobique, c'est une peur de l'inconnu. Enfin, on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis, comme on n'a aucune connaissance anatomique, bon, bah là, c'est vraiment le flou total. Et on se laisse aller à ce qui va se passer. En retrouvant, et moi j'ai envie qu'en fait on positive l'accouchement en France, qu'on se dise c'est comme une expérience, une épreuve sportive au JO. On est en mode athlète, on se prépare, mais mentalement comme physiquement, on a les Ouais. connaissances. Et en fait, c'est pas une torture, c'est une expérience riche dans physiquement parlant et mentalement parlant, quoi, en fait. Et j'aimerais qu'il y en soit plus nombreuses à parler de l'accouchement de manière positive. Alors j'ai envie de dire quand même, c'est beaucoup plus facile une fois qu'on a accouché 2 fois que quand on n'a jamais accouché. Mais si Oui, nous, bien sûr. quand on a nos enfants, nos filles, on leur dit mais c'est super d'accoucher, surtout aujourd'hui parce on a une meilleure connaissance de l'anatomie, parce qu'on connaît les étapes, parce qu'on a des outils pour gérer mieux la douleur, des pics de contraction. Et ben là, du coup, tu es dans une dynamique positive. Et du coup, tu vas créer une société où bah, les femmes, elles auront envie d'y aller, quoi, et de découvrir. Ouais, Et, et ouais. du coup, en pensant comme ça, on va libérer encore plus d'hormones, de l'ocytocine, l'hormone du plaisir, l'hormone du bonheur, qui est nécessaire au déclenchement du travail spontané et à l'efficacité des contractions sur le col. Du coup, un accouchement plus rapide, plus facile. Et Alors, en ouais, c'est un théorie, hein, cercle vertueux. Ouais, ouais. un cercle vertueux. Et, et donc, j'essaie de faire ça avec ma fille. C'est un travail de longue haleine parce qu'elle a 6 ans et elle est déjà conditionnée par l'idée de la peur de l'accouchement, alors que j'ai rien dit de Ah spécial. ouais. Ouais, C'est fou, déjà à incroyable. cet âge-là. Eh oui, donc ça commence très tôt. Donc on a un gros Et ouais. travail déjà, nous, adultes, à changer notre regard sur l'accouchement, à reprendre le lead sur l'accouchement un minimum, parce que les équipes médicales, il faut vraiment comprendre que, elles sont à flux tendu. Donc même si elles sont de mieux en mieux formées, là, ça commence à bouger grâce aux réseaux sociaux, grâce à Michel Audin, gynécologue obstétricien, qui continue son travail de transmission, grâce à Quantique Mama, sage-femme qui œuvre beaucoup sur les réseaux sociaux et qui a sa formation en ligne. On a toutes les préparations comme la prépa Bonaparte qui est une méthode d'acupression. Quand tu gères tes contractions, tu peux demander à ton conjoint ou à la sage-femme ou à la doula d'appuyer sur des zones qui te soulagent, que tu as déjà testées en préparation. Ça s'appelle la méthode Bonaparte parce que les créatrices c'est le nom de la créatrice, Julie Bonaparte. Elle est à l'étranger aussi. Mais il y en a d'autres qui commencent, il y a d'autres sages-femmes qui commencent à créer leur propre préparation polyvalente et en incluant des exercices d'acupression et de mobilité. Ouais. Parce que jusqu'à présent, on disait aux femmes, vous prenez la péridurale et vous vous allongez sur le dos ou sur le côté. Et moi, pour mon premier accouchement, c'est ce que j'ai eu.
Globalement, ça s'est bien passé. Un accouchement médicalisé classique, le bébé est quand même descendu malgré mon immobilité. Mais c'est vrai que pour ce côté dépassement de soi, ce côté mobilité, ce côté sportif, ce côté connexion avec son bébé, bah, on repassera. Moi, je n'ai pas Et du ouais, tout senti mon bébé. J'ai appuyé une fois de trop sur la péridurale parce que je n'avais aucune notion des choses. bien sûr. Mm. Je ne savais pas que je ne connaissais pas la phase de quiétude, je savais pas que la poussée finale pouvait être quelque chose d'assez agréable en soi, c'est-à-dire qu'en fait on pousse et le bébé il descend. Donc en fait c'est comme un soulagement. C'est pas du tout la même chose que de gérer des pics de contraction de 1 à 10. Et ça c'est pareil, franchement je l'avais jamais entendu. Et j'avais même demandé à une copine qui avait accouché naturellement. Je lui avais dit, mais c'est quoi la sensation quand tu pousses ton bébé vers l'extérieur? Et je lui avais dit, ça doit faire très très mal. Ça doit être pire que la dilatation de 1 à 10. Elle me Mm. disait, bah non, Christelle, non. Et j'arrivais pas à saisir comment ça pouvait faire moins mal. Donc, vous voyez, voilà, moi je suis comme tout le monde, je pars de très loin. Et je suis fille de médecin Ouais. et j'ai fait un bac scientifique spé biologie. Donc en fait, Ah oui, donc normalement, tu devrais quand même. Ouais, ouais. malgré ce bagage-là, Oh. je partais de zéro comme tout le monde. Donc on est sur la même Et ligne de départ. ouais, Bah oui, parce qu'en c'est spébio, fou, hein. on travaille pas l'accouchement. On n'apprend pas l'accouchement en spébio. C'est dingue que ce soit un truc aussi. Enfin, c'est central, c'est essentiel et on en parle si peu. C'est Mm. quand même hallucinant, quoi. Ouais, on a considéré que les femmes ne savaient pas accoucher par elles-mêmes. On a considéré que c'était plus pratique que les femmes accouchent à l'hôpital dans les années 50, Mm. ce qui se défend au niveau organisation pour que les médecins aient pas besoin d'être appelés à 3 heures du mat et débarquer chez la personne à domicile, vous voyez. Tu vois, Ouais, bien sûr. ça simplifie le travail des gynécologues et des sages-femmes, etc. Et on a rajouté l'argument de la sécurité en plus de ça pour là motiver vraiment tout le monde à aller à l'hôpital. Bon. Ah ouais, et ça Euh, marche. Voilà, donc maintenant on est vraiment dans ce circuit-là. L'idée, c'est de trouver cet équilibre pour que les sages-femmes, elles aient le temps de pouvoir s'occuper d'une patiente qui accouche pas forcément médicalisée, et puis qu'elles aient cette patience, qu'elles aient ce recul de laisser la patiente gérer ses contractions, qu'elles ne refilent pas leur stress. Parce il y a les sages-femmes, en fait, gèrent plusieurs accouchements en même temps. Elles sont rivées sur les monitorings à l'accueil, derrière leur comptoir. Et c'est leur seul moyen de voir si tout se passe bien dans les différentes chambres, parce qu'elles n'ont pas le temps d'être partout à la fois. Donc du coup, il y a un vrai stress qu'elles ont ici, qu'elles refilent à la patiente sans s'en rendre compte. Michel Audin, le gynécologue dont je te parle, il explique très très bien. Le stress dans une pièce, même s'il n'est pas dit, ça se Ça se ressent ressent. rien qu'au visage et rien qu'à la Ah respiration. ouais. Et c'est très, très... Et aujourd'hui, une sage-femme qui est très stressée, il suffit d'une phrase maladroite et la patiente va le sentir, va pas être à l'aise, va elle aussi stresser. Il va y avoir un pic de cortisol qui est le pire ennemi de la femme qui accouche. Donc, c'est ce qui Ok. m'est arrivé pour mon deuxième accouchement. Donc, je suis arrivée à la maternité dilatée assise, je gérais très bien mes contractions, je savais voilà, que je voulais accoucher sans péridurale si possible. Et en fait, dilatée à 10, j'ai cette fameuse phase de désespérance. Euh, je, en fait, je tombe, je me mets à genoux par terre parce que j'ai l'impression qu'en fait, tout va descendre dans mon ventre. Donc, le fait de me mettre par terre, ça me rassure. Et puis, Bien sûr. j'ai le liquide amniotique qui sort à ce moment-là. Donc, du coup, ça fait bizarre. Mm. Tu te demandes ce qui se passe. Donc, j'ai plus la peur de l'intensité de sensations que je ne connais pas qui fait que finalement, on peut dire que j'ai mal, en fait. Mais Ouais, il faut ouais, pas. ouais, je En comprends. fait, mais c'est pas une torture. Et elle me dit, relevez-vous, mais pas sympa, quoi. Et en fait, une femme qui accouche, elle a besoin de beaucoup de douceur, d'empathie, quoi, de gentillesse. Surtout que là, concrètement, je gère bien. Donc, à part être sympa, finalement, elle a un rôle Ouais. d'accompagnante. Et je pense qu'elles ont tellement eu des cours de technicité que cet aspect d'accompagnante, eh bien, en fait, elles sont pas habituées et elles ont l'impression que c'est pas leur rôle. Alors qu'en fait, c'est Mm. fondamental de retrouver ça.
Eh oui. Et du coup, juste après, je me mets à quatre pattes sur le lit et elle dit à son assistante, alors elles sont sur un mur, elles sont pas à mes côtés, elles sont derrière. Donc je pense que dans l'idée, c'était pas mal, c'était elle voulait me laisser tranquille à gérer. Ouais. Sauf qu'elles sont derrière moi. Je suis à moitié nue, donc je sais que j'ai des regards derrière moi. Donc ça, c'est pas agréable. On n'est pas dans Eh cette oui. bulle d'intimité. Et puis là, elle dit à son assistante puéricultrice, je crois, elle dit, oh là là. Alors, elle le dit pas forcément de manière enfin, très apeurée, mais moi, je le ressens comme ça. Elle lui dit, bah moi, c'est la première fois que je vais faire un accouchement à quatre pattes. Alors moi, Ah, j'entends ah ça. oui, d'accord. Franchement, j'ai beau être très très courageuse et très ouverte d'esprit et que je sais à peu près ce qui se passe dans mon corps grâce à ma Ouais. prépa, bah non, en fait, ça crée forcément un pic de stress, hein. Et en fait, c'est vraiment à Oh, bannir. tu m'étonnes. Franchement, Michel Audin, là, il vient de faire son séminaire à Lille. Il a parlé de ça, il a parlé exactement de ça. Retrouver des sages-femmes tricoteuses, hein, comme dans les années 50, 60, 70, des sages-femmes qui attendent que le travail se fasse et qui sont rassurantes. Et ouais, c'est hyper important. Enfin, c'est la clé pour un accouchement serein. Ça, j'imagine bien. Et justement, quand toi, tu parles de tout ça, de cette maternité, enfin, de cet accouchement de manière positive, que c'est possible, que ça existe. Quand on parle aux femmes que tu rencontres, qu'est-ce qu'elles te disent? Est-ce qu'elles sont un peu choquées, entre guillemets, et te disent, bah non, un accouchement, c'est forcément négatif? Est-ce que tu sens quand même qu'il y a une certaine ouverture d'esprit qui commence à se mettre en place et elles arrivent à percevoir quelque chose de plus gai, de plus joyeux? Comment tu sens leur retour à ces femmes? Bah, en fait, il y a différentes bulles. Hmm. Il y a la bulle de l'émission pour laquelle je travaille où j'ai des invités, alors que je n'ai pas forcément casté pour ça, mais je me suis retrouvée avec plusieurs invités qui avaient ce projet d'accoucher de manière plus physiologique. Et donc, du coup, bah, on se comprend. Bon, par exemple, la dernière, c'est son cinquième accouchement. Donc, du coup, elle a eu accouchement péridurale, accouchement physiologique, accouchement césarienne, accouchement physiologique pour le dernier. Donc, elle a beaucoup de recul. Donc, du coup, on se comprend sur toute la ligne. Après, tu as une autre bulle. Tu as la bulle des femmes qui ont accouché sans péridurale dans les années 70-80. Donc là, tu as deux teams. Tu as celles qui disent, oh là là, c'était dur, j'ai souffert, ça faisait un mal de chien. Et puis celles qui l'ont plutôt bien vécu. Et puis après, tu as la team des femmes de mon âge, 25, 30, 35 ans, 40 ans, 45 ans, qui, elles, étaient vraiment dans le moule médicalisé et qui ont une confiance absolue en l'équipe médicale, malgré deux, trois petits détails qui pourraient vous faire changer d'avis, quoi. Par exemple, pour elles, ça les choque pas de ne pas avoir senti plus que ça leur bébé. Pour elles, ça les choque pas Ah d'être ouais, allongées pendant tout leur accouchement. Pour elles, ça les ok. choque pas d'avoir une épisiotomie. Et en fait, moi, j'étais comme ça. Et c'est après, deux, trois mois après l'épisiotomie, je me suis dit, franchement, c'est quand même hyper désagréable. On n'est pas bien dans son Tu m'étonnes. corps. Et en fait, c'est là où j'ai gratté les chiffres. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que l'OMS conseillait de pratiquer moins d'épisiotomie. Après, j'ai interviewé un gynécologue qui m'a dit, bah, en fait, c'est beaucoup plus pratique pour nous. Ça, comme ça, l'accouchement va plus vite, il y a Ah moins ouais. et puis c'était presque une philosophie de travail, quoi. Et que en fait, ces vieux gynécologues-là n'étaient pas reformés et qui résistaient à la nouvelle tendance de faire moins d'épisiotomies. Et en quelques années, eh bien, on a vu un mouvement où là, il y a des maternités, elles sont à 1% d'épisiotomie, donc elles font différemment. Elles y Ah arrivent ouais. finalement. Donc après, moi, je suis pas contre l'épisiotomie à 100%. C'est-à-dire que si moi j'arrive, je veux pouvoir avoir tout ce contexte-là pour pouvoir dire le jour de l'accouchement, écoutez, je sais tout ça, donc faites-la. Je le sens pas. J'ai l'impression que ça va casser en bas. En fait, il faut que ça vienne de la femme. Faut vraiment lui donner toutes les connaissances pour qu'après elle puisse faire un choix éclairé le jour J, qui sera pas forcément le même en fonction du bébé, en fonction de son tempérament du jour et en fonction de son corps.
Ouais, non, mais ça, c'est sûr. Et je trouve ce qui est important dans ce que tu dis et ce que je retiens vraiment, c'est le fait de laisser le choix à la femme, qu'elle ait justement bah, les connaissances, le savoir, pour ensuite pouvoir choisir de manière éclairée, qu'elle veuille une péridurale ou non, accoucher à la maison ou en maternité. Et je trouve que c'est ça vraiment qui est très important, c'est de redonner ce pouvoir-là aux femmes et évidemment que ce pouvoir ne peut être donné que grâce à l'information et à l'éducation, quoi, tout simplement. Mm. J'ai un autre exemple qui est qui est précis parce que j'ai compris la subtilité il y a très très peu de temps. J'ai une amie, son premier accouchement, elle a accouché sans péridurale, petit bébé, puis voilà, ça allait très vite, donc impeccable. Et puis elle me parle de son deuxième accouchement, et son deuxième accouchement, on lui a dit, non, il faut mieux prendre la péridurale parce que votre bébé, il est gros. Ah. Et en fait, du coup, j'ai cherché à comprendre. Je dis, donc elle a obéi, hein. En fait, on lui a pas donné deux possibilités. On lui a dit, c'est ça qu'il faut faire, c'est le mieux. Mais c'est le mieux pour qui? Et si elle avait envie de de retenter l'accouchement sans péridurale, parce que le premier s'était bien passé, en fait, Hmm. c'est juste que la poussée finale aurait été peut-être un peu plus longue, parce qu'une tête un peu plus large du bébé, bah, du coup, ça va pousser peut-être un peu plus sur le périnée, et du coup, il faut un peu plus de temps pour que le tissu s'élargisse un petit peu. Hmm. Et peut-être un petit risque de déchirure plus grande. Voilà, en fait, c'est tout ça qu'il faut dire. Parce qu'en fait, une femme, un bébé qui a une grosse tête, ça va pas forcément être plus douloureux, puisque le corps est Bien fait pour sûr. s'élargir. Mais en fait, il lui a dit, ça va être plus douloureux. Il lui a pas donné le Oh, choix. Vous voyez, en fait, c'est et en fou, fait, hein. c'est pas forcément vrai. Enfin, on est faite pour sortir un bébé. Ça va pas être une torture pour autant. Le cercle de feu, tu le sens, même si tu peux le sentir, même si ton bébé a une petite tête. Enfin, Oui, en fait, les choix sont biaisés. C'est ça, en fait, qui m'intrigue, en fait. bah C'est, ouais. et puis, les choix sont biaisés aussi parce que l'équipe médicale, ça l'arrangera toujours plus qu'une femme prenne une péridurale en 2024 encore, qu'une femme qui prend pas de péri et qui doit être surveillée non-stop, parce qu'on ne peut pas laisser une femme qui gère ses contractions toute seule dans une pièce. Il faut que Ouais, quelqu'un, ouais. entre 6 et l'arrivée de C'est... bébé. Ouais, ouais, bien sûr, oui, ça demande plus d'implication de la part des équipes. Et justement, si on parle un petit peu maintenant du conjoint ou du coparent, de la personne qui accompagne comme ça la maman qui accouche, est-ce que toi, tu as des retours bah, justement sur leur rôle, l'importance de leur rôle pendant l'accouchement? Qu'est-ce que toi, tu en penses? Est-ce que tu as aussi une expérience personnelle à ce sujet à nous raconter? Alors pareil, là, je vais vous donner deux possibilités, comme ça vous faites votre choix éclairé. Moi, je l'ai pas fait un choix éclairé, mais ça s'est bien passé. C'est-à-dire qu'en fait, la préparation, c'était avec mon conjoint et je trouvais ça bien d'être soutenue par lui. Donc, on a fait Ouais. la prépa Bonaparte, la pneumonie. Voilà, j'ai trouvé ça super agréable. Mon conjoint était un peu déstabilisé au début parce que la sage-femme, c'est des préparations où le conjoint est quand même sollicité pour essayer de remonter le Mm. bébé pendant la grossesse en mettant la main sous le bassin pour que le bébé remonte un peu. Et c'est vrai, ça soulage beaucoup. Et puis, il est sollicité, faut que je m'assoie sur lui, il faut que on essaie plusieurs positions pour voir qu'est-ce qui serait mieux pour le jour J. Et en fait, bah, à chaque fois, ça a fonctionné pour nous. C'est-à-dire que pour le premier accouchement, bah, il appuyait sur mon genou. C'était ça qui me soulageait à chaque pic de contraction. D'accord. Du coup, en fait, ça déplace la douleur. Donc, du coup, je sens plus ce qui se passe sur mon genou plutôt que ce qui se passe ici. Donc, c'est génial. Et pour mon deuxième accouchement, il fallait qu'il appuie sur mon bas du dos pour que ça me soulage. Et Ah ouais. je lui ai demandé de faire un pchit de dos en plus. Donc, il Ok. appuyait et il faisait un coup de pchit et c'était nickel. Le temps du pic de contraction qui durait 10 secondes, ça faisait passer ça faisait passer la douleur. Trop Et bien. donc un vrai travail d'équipe. Et du coup, j'ai pas eu l'impression d'accoucher toute seule. C'était chouette. Et du coup, et puis un vrai rôle pour booster l'hormone de l'ocytocine. Donc à un moment Eh oui. donné, je me demande de me faire des bisous, de me dire je t'aime, parce que moi, mentalement, bah, ça fait monter.
Ça fait monter le bonheur, le plaisir, l'envie de voir notre bébé arriver. Enfin, et en fait, ça fait monter l'hormone de l'ocytocine. Et ah oui, il y a un truc qu'il faut savoir, hein, c'est que si plus le travail se passe bien, plus vous avez de l'hormone de l'ocytocine, plus vous allez produire de l'endorphine. C'est un antidouleur naturel. Et c'est grâce à cette endorphine que les femmes peuvent accoucher sans péridurale. Parce que ça D'accord. va atténuer la perception de la douleur, en fait. Et le corps est bien fait, mais entre la phase de quiétude, le fait que la poussée finale est intense, mais pas douloureuse comme la gestion des contractions, et le fait qu'on crée de l'endorphine, bah, ces choses-là, elles sont vitales à connaître si on veut être actrice de notre accouchement. Bien sûr, et justement pour créer, enfin pour faire en sorte que ces hormones là, de l'endorphine, de l'ocytocine soient hyper présentes, tu conseilles, bah, j'imagine forcément ce truc de rester dans sa bulle, d'être choyé, entouré, encouragé, c'est hyper important. Oui. Et donc là, moi, c'était le cas avec mon conjoint. Et après, juste pour vous donner ouais, ce choix éclairé, en fait, sachez qu'avant, donc les femmes accouchaient entre femmes et que Liliana Leimers, qui est une doula qui travaille avec Michel Audin au séminaire, nous expliquait qu'elle préconisait pas forcément la présence forcément du coparent lors de l'accouchement, parce que c'est vrai qu'à la base, eh bien, la femme, c'est un duo, la maman et le bébé, et que avant la socialisation de l'accouchement, mais il y a très très longtemps, hein, il y a 10 000 ans, les femmes accouchaient toutes seules dans un coin. En fait, quand elles avaient envie Ah d'accoucher, ouais. quand elles sentaient que le bébé arrivait, elles se mettaient dans un coin, comme si elles allaient aux Oui, comme toilettes, les animaux, ouais, ouais. et C'est elles fou. accueillaient leur bébé accroupi, parce qu'en fait, c'était un truc très, très intime. Il fallait vraiment ce côté sécurité, intimité totale pour qu'en fait, la nature fasse les choses. Et la socialisation a un petit peu grippé tout ça. Et aujourd'hui, l'enjeu, bah, c'est tout en restant dans la sociabilité, réussir à recréer ce lien d'intimité, de confiance, de bulle pour que la femme en fait puisse retrouver cet élan de pouvoir accoucher par elle-même quoi. Et donc du coup le Bah choix, je ouais. vous laisse, c'est soit vous êtes avec votre conjoint et vous avez une confiance absolue en lui et vous faites former un duo, soit vous vous dites finalement il va plus me gêner, je vais pas aimer qu'il me touche et il y a des femmes qui m'ont dit que ça les gênait quand le conjoint intervenait. Et donc avoir cette confiance en soi, soit avec son bébé, et éventuellement avoir la sage-femme, mais voilà, la sage-femme, dans l'intimité, dans le respect, de pas stresser la patiente. Et cette sage-femme, là, elle joue le rôle de l'accompagnante, quoi. Voilà. Mais il faut pas qu'elle vienne perturber le duo maman-bébé, quoi. Ouais, 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 bien sûr. Et puis c'est finalement bah, un travail de la maman de s'informer, du conjoint évidemment de faire sa part du travail, mais aussi des équipes médicales, hein, d'être le plus euh, soutenante possible, quoi. C'est vraiment voilà, que tout le monde soit autour de la maman et que la maman du coup puisse réaliser son accouchement en duo avec le bébé. En termes de ressources, donc tu nous en as déjà cité quelques-unes, est-ce que tu en as d'autres qui te viennent en tête, que ce soit des livres, des podcasts, des comptes Instagram qui peuvent aider les futures mamans et les futurs parents à se préparer? Bah, là, comme ça, allez voir ma page Instagram et vous verrez l'émission pour laquelle je travaille. Ouais, Et voilà. en fait, si vous tapez mon nom, Christelle Juteau, sur Google, vous aurez vraiment toutes mes chroniques. Elles sont depuis 2 ans. Et donc, j'ai fait des chroniques sur la grossesse, l'alimentation, les préparations. Et j'ai fait du coup sur l'accouchement à la carte aussi. À quand une généralisation de l'accouchement à la carte dans toutes les maternités de France pour que bah, les femmes, en fait, bah, choisissent ce qu'elles ont envie. Que si elles Donc choisissent qu'est-ce que tu d'accoucher sans appelles péridurale, accouchement à la carte? bien, en fait, c'est comme à la maternité de Tourcoing. C'est que si tu as envie d'accoucher sans médicalisation, que tu aies accès à une salle nature, à un bain, que tu puisses accoucher dans l'eau si tu en as envie, que tu puisses accoucher par terre si tu en as envie, que tu aies une lumière tamisée, que tu aies de la musique douce, voilà, que tu sois au top du top de l'intimité avec ton conjoint, que la sage-femme s'efface et soit très très douce et gère son stress. Si tu as envie d'un déclenchement, mais que tu es au courant que ça peut rallonger l'accouchement et que tu es OK avec ça,
Bon, bah là, tu peux être dans une salle de naissance classique, ça t'embête pas, c'est ton projet, ok. Et puis, la césarienne humanisée, alors ça, toutes les maternités le font pas encore. En fait, là, si tu te retrouves en césarienne, alors que ça soit choisi ou pas, du coup, là, en fait, le gynécologue va te faire pousser comme si tu accouchais par voie basse pour que ton bébé il sorte par l'abdomen, mais tout doucement, à chaque poussée, il avance de quelques centimètres. Et du coup, le bébé il va avoir C'est l'impression génial. d'accoucher comme si c'était par voie basse. Et donc, la Hmm. femme se sent vraiment actrice de son accouchement. Et puis, ils permettent aussi que le conjoint, le coparent soit à côté pendant l'accouchement. Et comme ça, en fait, tout de suite, ensemble, ils accueillent leur bébé. Donc voilà, il y a plein, plein de possibilités de choses à réaliser pour modifier les protocoles médicaux et un petit peu, en fait, laisser les mamans choisir, quoi. Je vais te parler d'un Et petit ben, couac. Je vais te parler d'un petit couac, tout n'est pas parfait, hein. Mais dans une hmm. maternité que j'ai vue, bah, en fait, la maman, elle croyait qu'elle pourrait accoucher dans l'eau, dans la baignoire. Et en fait, parce que son IMC était trop élevé à 9 mois de grossesse, Oh, et ben, c'était trop élevé et ils avaient compté le poids même avant la grossesse qui était trop élevé. Et en fait, ce qu'ils expliquaient, c'est que, bah, en fait, si vous faites un malaise dans la baignoire, on ne pourra pas vous sortir. Et donc, du coup, ah on veut ouais. pas de risque. Voilà. Alors Oh, là, tu vois, c'était un petit couac de communication. C'est-à-dire que si on lui avait dit non au début de sa grossesse, de manière ferme et définitive, elle serait allée dans une autre maternité et elle n'aurait pas été déçue. Là, elle l'apprend à 9 mois. hmm. Son projet, bah, pour Oh, le coup, tombe à l'eau et forcément, elle pleure. eh Voilà. Et ben donc, oui. Ah bah il ouais, y non, a, c'est sûr. il y a vraiment un gros, gros travail de faire attention à ce qu'on dit et faire attention au protocole, qu'est-ce qui peut être changé, qu'est-ce qui peut pas être changé, et d'avoir des arguments implacables et au bon moment. Hmm. Ouais, ouais, c'est hyper important. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Christelle, pour tous ces conseils là que tu nous as donnés. Voilà, de permettre aux femmes de reprendre confiance en elles, de faire des choix éclairés. C'est vraiment primordial. Et merci aussi pour tout ce que tu fais, pour toutes les chroniques que tu produis, que tu animes. Je pense que c'est vraiment une ressource clé pour les femmes enceintes. Donc, merci pour tout ça. Bah, merci de m'avoir invité, c'était un vrai plaisir. J'espère que j'ai dit des choses, enfin, que t'étais sur la même longueur d'onde que moi. Ah mais carrément, et ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment voilà, c'est pas extrémiste, on va dire, d'un côté ou de l'autre. C'est vraiment juste offrir le choix et que les femmes puissent connaître toutes les possibilités qui s'offrent à elles. Et ça, c'est très important, je Walking trouve. out for love, Ouais, super. walking out Merci. really Merci down beaucoup, with a Christelle. cool breeze. We're Merci à gonna toutes d'avoir be écouté cet épisode. together S'il vous a plu et que vous avez hâte d'entendre de nouvelles histoires de super mamas, je vous invite à vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Et puis pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité ou de sexualité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode ou encore me faire un signe directement sur Insta. C'est évidemment avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. I made a fool out of me. Now it's 4:30. Baby, can't you see? No using waiting no more. It's a time of tragedy. I think it's 9 when the clock says